Pokrovsk, le front le plus rude d'Ukraine. Il y a quelques mois, la ville accueillait les réfugiés du Donbass. Aujourd'hui, c'est une ville fantôme. Les Russes sont à 3 km. Le front a commencé tout doucement à s'émietter, s'émietter, s'émietter. C'est comme des dominos, tout s'effondre. Je ne peux pas regarder sans pleurer. Nous sommes allés à la rencontre des défenseurs de la ville et de ceux qui refusent de la quitter. Ils sont artilleurs, commerçants, policiers, dronistes, postiers. C'est le jeu Call of Duty dans la vraie vie. Chacun à leur manière, ils tentent de résister. On est pour la liberté, pour l'indépendance. C'est nous qui avons raison. Ce matin-là, au sud de Pokrovsk, une cible vient d'être repérée. Une offensive russe est en cours. Des gestes répétés chaque jour, sans répit. Andriy, 32 ans, est le commandant de cette unité. Ce qui lui manque le plus, des obus. C'est la plus grande difficulté, le peu de munitions. J'en aimerais bien plus. Attention, tous au blindage. L'obus est tombé à quelques centaines de mètres. Il faut se mettre à l'abri. Parfois, il arrive que tu puisses tirer. Des fois, tu tires 7 coups et rien ne se passe. Et parfois, ça arrive que... Non, c'est pas ici. Parfois, ça arrive que tu tires 1 ou 2 fois et que tu reçoives tout de suite une réplique. Je crois qu'on l'a eu. Quelque chose brûle sur la zone. Donc, bon travail. Ça veut dire des munitions touchées. Cet abri creusé sous terre, leur deuxième maison, a été construit il y a 1 mois, après un énième retrait. On a fait les sacs et on a bougé. On a fait les sacs et on a bougé, mais moralement c'est dur. Ouais, c'est triste que nous reculions. On ne vit pas bien parce qu'on fait marche arrière. Bien sûr, ça fait mal au cœur, parce que ce sont des pertes de vies humaines, de combattants, des pertes de territoire, voilà. Il y a de la tristesse. Rien que de la tristesse. Andriy se bat depuis le début de la guerre. Engagé volontaire, comme tous ses soldats. À l'exception de Serguy, le chauffeur qui livre les obus, un ancien ouvrier. Je n'ai même pas compris. Ils ont appelé un soir, ils sont venus me chercher à 5 h du matin. Dans tous les cas, on en a besoin. C'est nécessaire. Serguy en veut à ses hommes qui se cachent, refusent de se battre. L'Ukraine manque de soldats. Sur la route qui nous ramène à Pokrovsk, il nous l'explique face à ces nouvelles tranchées. C'est bien qu'ils construisent ces lignes de défense-là, mais on a besoin d'hommes pour les tenir. Serguy a vu juste. Depuis notre tournage fin novembre, la position a été perdue. Ces tranchées, ces dents de dragon, ces barbelés, nous en croisons partout. Sur le bord d'une route, nous tombons sur ces ouvriers en plein travail. Alexander nous autorise à y faire un tour. Là, il y aura des marches après.
Ça va être recouvert avec des troncs sur le dessus et c'est ça qui protégera nos hommes des tirs d'artillerie. Quand les missiles voleront, ils seront ici. Ces lignes de défense, nous les retrouvons en plein centre de Pokrovsk. Ici, des dents de dragon. De quoi freiner les tanks. La plupart des magasins ont fermé leurs portes. Les distributeurs de billets ne fonctionnent plus. Une ville fantôme, les 3/4 des habitants ont fui. 80% des infrastructures municipales sont détruites. Parmi elles, l'université de Donetsk, déplacée ici en 2014, au début de la guerre du Donbass. Faute d'essence, les habitants se déplacent à pied ou à vélo. À la main, c'est bidon. Cela fait 3 mois qu'il n'y a plus d'eau courante. On vient quand on a besoin, principalement pour la cuisine, des trucs comme ça, une fois tous les 3 ou 4 jours. Le moral, on n'a pas le moral. Beaucoup de choses ont changé. Avant, les réfugiés venaient chez nous, maintenant, ils viennent de chez nous. Qu'est-ce qu'on va bien faire? Des dizaines de milliers de personnes ont fui la ville cet été. À l'époque, les trains étaient bondés. Depuis, la gare a fermé. Les seuls trains que nous voyons passer viennent de la mine voisine. Des wagons remplis de charbon essentiel pour la sidérurgie. La Russie a déjà mis la main sur plus de 80% des gisements du pays. Parmi les quelques habitants qui restent, Galina, 63 ans. Ici, là où on passe, il y a eu des bombardements il y a 1 mois et demi. C'est là que c'est tombé. La frappe a touché les abords du marché, son lieu de travail. Il y avait des maisons ici. Il n'y avait pas de base de l'OTAN, pas de base militaire. Il n'y avait rien. Ce sont des simples habitants qui vivaient ici. Ceux qui travaillent au marché, ceux qui vendaient des légumes. Ce sont des libérateurs qui sont venus nous sauver. De qui, de quoi, on ne sait pas vraiment. C'est difficile. C'est vraiment difficile. C'est les nôtres. Ce sont des départs. On est habitués, on n'a pas peur. Galina n'a rien changé de ses habitudes. Comme tous les matins, elle ouvre son stand avec l'aide de son mari. Une droguerie. Partir n'est pas une option. Elle vit ici depuis 40 ans. Je suis déjà partie. Je suis partie pendant 2 mois. Et ensuite, je suis revenue. Je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je peux faire? Je dois travailler et je n'ai pas encore ma retraite, même si j'ai déjà l'âge d'être en retraite. C'est ici que nous croisons le plus de monde. Beaucoup de personnes âgées. Les quelques sympathisants du régime russe, eux, fuient notre caméra. Personne ne s'attarde. Couvre-feu drastique de 15h à 11h du matin. Ici, on doute que l'Ukraine puisse récupérer tous ses territoires. Je pense que la région de Donetsk va appartenir à la Russie. Enfin, on dirait bien qu'ils vont l'occuper. Tout le monde est fatigué. On prie qu'il y ait un cessez-le-feu, au moins ça. Nous rencontrons Sviatoslav, un policier de Mariupol. La dureté de la guerre, il connaît. Il a été fait prisonnier au début du conflit, 4 mois dans les geôles russes. À sa libération, il avait perdu 35 kilos. C'est le 2 ou 3e jour après l'échange. Lui aussi pense qu'un cessez-le-feu est proche. Il estime que le commandement en est en partie responsable. Si on compare et qu'on me demande ce qui est le mieux, reprendre nos territoires dans la région de Donetsk ou s'emparer des territoires ennemis, je dirais évidemment que nous devons d'abord libérer les nôtres. Et vous voyez quels bataillons ont été envoyés dans la région de Koursk, les plus cool, les plus compétents. Si les choses continuent ainsi, nous pourrions perdre la moitié du pays.
Nous prenons la route pour retrouver Volodymyr. Il habite au sud de Pokrovsk, derrière ses terrils, symbole de cette ville minière. Allez-y, entrez. Mais ce n'est plus habité. Venez dans le palace. Volodymyr vivait ici avec son oncle, sa tante et ses 2 filles. Ils ont fui en Pologne au début de la guerre. Lui a tenu bon. Aujourd'hui, il abandonne. Mirnograd se vide, Pokrovsk se vide, tout le monde part. Comment on peut vivre quand une roquette peut tomber à tout moment? Il dort dorénavant dans la cave, par peur des bombardements. On vit comme dans une grotte. On n'a que des sous-sols. Et il n'y a pas de radio, pas d'eau, plus rien. Il fuit aussi ces explosions. Quand nous avons rencontré Volodymyr, l'armée russe était à 6 km. Elle est maintenant à moins de 3. Il en est sûr, l'Ukraine est du bon côté. Le seul responsable pour lui, Poutine. Ce qu'il essaye de prouver, ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il est juste devenu fou. Il voit l'OTAN partout, partout. C'est une guerre inutile. Pour vaincre Poutine, les Ukrainiens ont besoin des alliés. L'arrivée de Donald Trump inquiète, en premier lieu les soldats. Leurs bases sont disséminées aux abords de la ville, dans des maisons abandonnées par les habitants. À l'intérieur de l'une d'entre elles, nous retrouvons des combattants de la 25e brigade. Notre ennemi là-bas est en moyenne 5 à 7 fois supérieur à nous en termes d'effectifs. Et nous devons donc compenser cela par des armes. Si nos partenaires cessent de nous aider, nous nous retrouverons sans territoire. C'est simple. Sergueï et ses hommes se battent sur le front de Pokrovsk depuis février. Le mois dernier, le président ukrainien est venu en personne encourager leur brigade. Tenir ici devient un défi. Depuis cet été, plus de 1200 km² perdus. Ces dernières semaines, les taux se resserrent sur la ville, un nœud logistique essentiel pour le Donbass. Ces hommes viennent de rentrer du front. Pour eux, difficile d'accepter un arrêt des combats. Ils sont venus, ont pris une partie du territoire et maintenant il faudrait négocier, parler. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Enfin, ce qui arrivera, arrivera. Mikita n'a que 21 ans et déjà 2 ans d'expérience sur le terrain. Lui aussi veut s'accrocher, malgré la situation sur le front. La masse. Ils nous pressurisent par la masse. Là où nous travaillons pour le moment, ils marchent littéralement sur leurs propres cadavres. Il y a la boue, l'humidité, la poudre à canon, les cendres. Des drones kamikazes les ont attaqués dernièrement. Leur voiture a été touchée. Ils s'en sont sortis de justesse. Les drones ont envahi le front. La 25e brigade tente de rester à la pointe. Elle nous ouvre les portes de son atelier, un lieu tenu secret aux abords de Pokrovsk. À l'heure actuelle, l'utilisation des drones devient chaque jour de plus en plus indispensable parce que les ressources humaines, malheureusement, sont limitées et ça aide à sauver la vie de nos gars. Ces ingénieurs les adaptent, les perfectionnent et parfois les réparent. Faute de moyens, tout est récupéré, comme ce drone dont la batterie a pris feu. Malgré l'incendie, il refonctionne lorsqu'on le connecte à un ordinateur. La partie mécanique doit être remplacée, certaines pièces doivent être nettoyées, mais il devrait voler de nouveau. Une course technologique. Les Russes ont déjà un coup d'avance. Des drones à fibre optique, indétectables ou presque, qui volent sur le front de Pokrovsk. Au milieu de la nuit, nous rejoignons sur le terrain une unité de dronistes à 2 km des lignes russes. Il est 4 heures du matin.
Café tous les matins. Un sandwich ou autre. Tout dépend de l'intensité du travail. Sur les étagères, un arsenal plus que rustique. Ça, c'est contrôle infanterie. Fait maison, pour un petit drone. Ce jour-là, leur unité est sans cesse mobilisée. Les Russes tentent de percer les lignes ukrainiennes. Dehors, des drones nous observent. À tout moment, les Russes peuvent contre-attaquer. Au sous-sol, Ivan pilote. Au tout début de la guerre, il a lâché son métier de cheminot pour s'engager. Il a tout appris sur le tas. Sur les écrans, des champs dévastés, jonchés de cratères, et toujours c'est terrible. Un des puits de la mine est sous occupation russe. Ça conduit dans la zone minière. Sur une décharge, c'est ça? Oui. Pendant le vol, les commandes se sont bloquées. Nous avons perdu le contrôle du drone. Un des seuls moyens pour améliorer les vols, s'assurer du bon fonctionnement de l'antenne. Cela fournit la vidéo et ça a un meilleur contrôle. Là, on est en train de changer de fréquence. Allume-le et éteins-le encore. Ça s'est allumé. Au pilotage, la vidéo est maintenant de meilleure qualité. Cette fois, le drone fait mouche ou presque. L'infanterie ennemie a été blessée. Nous sommes en guerre. Quelle place peut avoir les sentiments? Ici, si nous ne chassons pas l'ennemi de notre pays, il nous exterminera. Il y a deux choix. Soit c'est vous, soit c'est l'ennemi. Certaines tranchées creusées par les Ukrainiens sont passées aux mains des Russes. Leur objectif, affaiblir l'ennemi à tout prix, avec ces drones, plus durs à repérer que de l'artillerie et bien moins chers que des obus. Il y a quelque chose le long de la route. Une cycliste, une civile. Waouh, une grand-mère qui fait du vélo? Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Sur le front, il y a toujours des surprises. Déjà 14 heures sous terre avec ces militaires, plus de 20 drones envoyés. Nous les quittons à la nuit tombée. Il y a vraiment toute la logistique qui passe par là. La nourriture, les munitions, l'évacuation des blessés, des morts. C'est pour cela que les Russes la contrôlent. Ils volent constamment au-dessus avec des drones FPV. La route de tous les dangers, de nuit comme de jour. Et les soldats ne sont pas les seuls à s'y aventurer. Malgré leur gilet pare-balles, Yevgen et Victoria sont postiers. La ligne de contact là où on va est à 5 km. C'est pour ça que c'est dangereux. C'est une voiture spéciale blindée. Donc on se sent plus ou moins en sécurité. En fonction des projectiles qui arrivent, ça peut être dangereux, mais on a une chance de survie. En Ukraine, la Poste est l'un des premiers pourvoyeurs de monnaie. Ils se rendent dans les villages pour distribuer directement les aides et les pensions de retraite. Ça me plaît d'aider les gens, d'améliorer leur vie. Au moins un petit peu pendant ces temps de guerre. Elle le sait, les habitants l'attendent toujours avec impatience. Victoria sillonne la région depuis 28 ans. À l'avant du camion, les démarches administratives. Regarde combien d'argent elle touche. Une millionnaire. À l'arrière, un petit magasin. Svetlana s'est empressée d'acheter le journal. Internet ne fonctionne plus ici. Il y a des biographies et des nouvelles du front.
Il y a beaucoup de gens qui meurent. C'est désolant, non? C'est la volonté du Seigneur. On a atterri ici, c'est comme ça que ça doit être. Rester quitte à en mourir, mais mourir sur leur terre. Certains ne sont déjà plus là. À quelques kilomètres au cimetière de Pokrovsk, on voit défiler les enterrements. Pour ceux qui n'ont pas de place dans l'ancien cimetière, nous creusons des trous à l'avance dans le nouveau secteur. Valentina, la gardienne, tente d'entretenir le lieu. Les familles sont parties. Les tombes sont envahies par la végétation. Et personne ne sait si elles reviendront ou non. Si elles ne reviennent pas, personne ne s'occupera d'eux. 5 fossoyeurs ont eux aussi quitté la ville. Ils ne sont plus que 3, dont Mikola et Pacha. C'est difficile, on ne rechigne pas. Les gens ont besoin d'être enterrés. Ça vole. Ça, c'est un tir de mortier. Des départs? Des départs, ouais. Ce matin-là, une frappe russe est tombée à 100 mètres à peine. Mais leur choix est fait, même si la ville venait à tomber. Eh bien, ce serait très dur moralement. Dans tous les cas, j'abandonnerai pas la tombe de mon père. Ne pas abandonner la ville, ni ses morts. Valentina est du même avis. Elle nous emmène à quelques pas de là, nous montrer ce qui la retient. C'est mon mari. Et là, c'est ma fille. C'était un mineur. Il a travaillé dans la mine toute sa vie. Je ne peux pas les quitter. Mon cœur s'y refuse. Je ne peux pas. À Pokrovsk, comme ailleurs, le cimetière abrite aussi ces hommes et ces femmes morts au combat. Devant leur tombe, des drapeaux ukrainiens hissés fièrement. Pourront-ils flotter ici éternellement ?